Bonjour à toutes et à tous, je suis Samirina, je suis le directeur de l'ETNA, bienvenue dans cette Learning Session. Bonjour, moi c'est Kevin Ansart et aujourd'hui on attaque la deuxième vidéo de Rust. Exactement. La première vidéo, nous avons appris les fondamentaux et notamment L'ownership. une notion particulière du langage. Ouais. Deux notions d'ailleurs. Deux notions, l'ownership et le borrowing. Tout à fait. T'as vu, j'ai suivi. Hein. Ouais. Ouais, parce que certains dans les commentaires disent que je me suis endormi, mais c'est faux. C'est pas vrai. Je tiens à nier immédiatement cette chose-là. On leur dévoile le fait que c'était la troisième prise et que du coup, je commençais un petit peu à piquer du nez quand même, on va pas se mentir. Ouais. Allez, folklore local inimportant. Allons-y, tu as la parole. Et bon, j'interagis, comme c'est toi qui as fabriqué ce contenu, c'est essentiellement toi qui participe, bien évidemment, qui anime. Et si voilà, je sens l'utilité d'interventions complémentaires, je me permettrai. Ok, comme ça marche. d'habitude. Du coup, aujourd'hui, on est sur une vidéo un peu plus pratique. La dernière fois, c'était beaucoup de théorie. Cette fois, on va être plus dans la pratique. Donc, le but aujourd'hui, ça va être de découvrir en fait les fonctionnalités principales d'un langage de programmation. La dernière fois, on a vu comment on déclare une variable. Là, le but, ça va être vraiment de toucher un peu à tout. Et donc, en fait, ce que je vous propose, c'est de suivre simplement le bouquin de Rust ensemble. Donc, dans cette deuxième vidéo, on va regarder donc déjà ce que c'est Cargo. Alors, Cargo, c'est un gestionnaire de paquets, d'accord ? Il a pour but de simplement gérer les paquets pour vous comme n'importe quel autre gestionnaire de paquets, qu'on soit d'accord. Simplement, il est pratique parce qu'il utilise le langage TOLM, d'accord ? Qui veut dire Tom Obvious Minimal Language, qui est en fait un langage de programmation à part entière qui vous permet normalement de gérer les packages. Et ils ont choisi ça parce qu'ils le trouvaient assez explicite, c'est-à-dire que dans la balise package, on va préciser le nom de notre application, la version et l'édition. Et enfin, dans les dépendances, on va mettre toutes nos dépendances. Vous me direz, ça ressemble vachement à ce qu'on a en Node.js avec les packages, .loc ou les trucs comme ça. C'est le cas, il n'y a rien d'incroyable. Simplement, Cargo va pour vous build, notamment en fait, il va vous permettre de faire choisir deux versions, la version dev, donc debug, et la version du coup release, qui est la version optimisée pour être lancée directement. D'accord ? En plus de ça, Cargo prend quelques trucs en plus. Il va nous permettre de check le code avec la commande cargo check qu'on a juste ici. Alors cette commande elle est pratique, pourquoi ? Parce que étant donné que Rust c'est un langage compilé, si on a des erreurs à la compilation, c'est très chiant quand on compile parce qu'il essaye de créer l'exé, il essaye de créer l'exécutable. Et donc on va faire cargo build, mais sauf que ça va prendre 15 ans. Et au final, on a une erreur de compilation. Donc c'est chiant pour une simple point-virgule oubliée. Alors que Cargo Check, il va nous permettre de le voir directement et sans passer par le temps de compilation de base. Voilà, tout simplement. Excusez-moi, donc on va pouvoir créer des projets avec Cargo New. Cargo Build nous permet de build le projet. Cargo Run le projet. Et Cargo Check nous permet de checker si on a des soucis de compilation. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait, notamment NPM, Run Dev ou les choses comme ça. D'accord ? C'est à peu près tout pour Cargo. On le verra plus en détail, notamment comment on crée nos propres packages et librairies dans d'autres épisodes. Là, on va s'arrêter là. Le but, c'est quoi ? Aujourd'hui, ça va être en fait de voir les concepts de départ, donc les variables, donc notamment les types. On va s'attarder un peu dessus. On va avoir donc les fonctions, comment on fait des structures de contrôle, donc notamment des boucles et des if. Et enfin, on va essayer de coder un petit jeu tous ensemble. C'est le jeu du plus ou moins, donc pour ceux qui ont déjà regardé le juste prix, c'est littéralement ça qu'on va coder. Donc déjà, petit aparté sur l'équipe. Pas trop jeune pour avoir vu le juste prix, toi ? Eh ben non, la présentatrice, ça motive. Ah, là pour le coup, je dois être trop vieux pour avoir vu la version présentée par une présentatrice. Bref. Non, c'est celle qui tournait la roue, Samir. T'avais le show. C'est possible du coup que j'ai pas trop de souvenirs parce que c'est pas important en fait en vrai. Donc allons-y, pardon. Du coup, on a plusieurs types en Rust. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, on va avoir de la mémoire. On a la stack et la heap. Donc on a la mémoire dite dynamique et la mémoire normale, statique. Un int, ça a toujours la même taille. Okay ? On peut toujours stocker autant. Donc c'est moins quelques millions à plus quelques millions. Eh bien, en Rust, ils ont découpé ça encore. Vous l'avez dans le langage de programmation C aussi, mais c'est important de le voir. C'est-à-dire que quand on va vouloir en fait déclarer des ints, en fait, on va choisir entre 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 ou 128.
ou en fonction de l'architecture. Et ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, archi, c'est un peu particulier. Ça nous permet en fait de voir par rapport au processeur où on est actuellement et de choisir en fait ce qui correspond le mieux à notre processeur. Donc typiquement, si nous on a un Windows 32 bits par exemple, l'archi va le déduire automatiquement. Pour l'utilisation, donc 8 bits, 16 bits, 32, etc. En fait, Rust, il va vous donner tout un tutoriel pour bien choisir vos types de valeurs et pourquoi choisir tel ou tel type. Il faut savoir qu'on peut les avoir signés et non signés, donc qui comprennent le plus et le moins ou qui comprennent juste le plus. D'accord, de 0 à plus quelque chose ou de moins quelque chose à plus quelque chose. Ça, c'est pour les types normaux. Bien entendu, on va avoir d'autres types, décimales, hexadécimales, octales. C'est juste important de passer dessus pour vous en rendre compte. Derrière, on a bien entendu les chars, les strings, vraiment des types très classiques. Ce que je vous propose, c'est directement aller voir le code. Donc, on va utiliser directement Cargo, d'accord ? Moi, j'ai déjà fait un Cargo New pour le projet. Donc là, je vais l'ouvrir. Et dedans, on va voir 2-3 trucs. Je vais zoomer un petit peu pour que ça soit un peu plus lisible. Donc quand on crée un projet Cargo, on a en fait plusieurs choses. D'abord, on va avoir Target. Là, on voit que j'ai que le debug. Si je veux la release, je vais faire Cargo build-release. Donc ça va me donner une version beaucoup plus optimisée. Derrière, on a donc le cargo.tom qui fait référence au package. Ici, je n'en ai pas. Donc c'est pour ça qu'en dessous de dependency, il n'y a rien. D'accord ? Le cargolog qui ressemble à un package.json.lock. OK ? Et enfin, on a le dossier SRC. Alors, dans le dossier SRC, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir le main.rs. Ça ne change pas. Toujours une déclaration de fonction main obligatoire. Il n'y a rien qui change dans le langage en lui-même. Encore une fois, c'est qu'un gestionnaire de paquets. Donc là, je vais, comme tout à l'heure, faire un Hello World, sauf que là, c'est avec Cargo et on va voir comment on l'utilise. Et bien là, ça va être très simple. Donc, je vais faire un Cargo build, d'accord ? Et il va me dire, ok, c'est compilé, tout va bien. Si j'ai une erreur de compilation, il me l'affiche avec le magnifique compilateur, hein, parce qu'il utilise toujours le compilateur forcément. Et je vais pouvoir le lancer en faisant cargo run. Et donc là, on l'a ici, très bien. Ce qu'il faut savoir avec Cargo, c'est que vu que c'est un langage compilé, quoi qu'il se passe, il nous le compile. Et en fait, il nous le met dans le target. Donc là, si je vais dans Debug, on le voit ici, j'ai mon Hello Cargo. Et en fait, le cargo run, ce qu'il fait, c'est littéralement ça. Voilà. Ok ? Sauf qu'on a quelques petits trucs en plus avec Cargo parce qu'il va nous préciser ce qu'on a vu au-dessus. Donc maintenant qu'on sait qu'on utilise Cargo, on va utiliser pendant tout le reste des vidéos Cargo. Pourquoi ? Parce que c'est simplement ce que recommande Rust et c'est aussi ce qui est tout le temps utilisé par les développeurs. Ok ? Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord de voir ce principe de structure de contrôle, donc les if, les else, tout ça. Et pour ça, simplement, on va ouvrir ce projet-là. Hop. Alors, je vais avoir 25 VS Code ouverts, c'est pas grave. Donc, dedans, qu'est-ce qu'on va avoir ? Très simple. Ici, en fait, je vais créer un compteur, d'accord ? Alors là, on voit que je fais un incrément, c'est un peu particulier. On voit que j'ai plusieurs mains de tests. Ce que je vous propose, c'est de voir le premier. Hop, le plus simple. Alors, là, c'est les loops. Celui-là, il ne nous intéresse pas pour l'instant. On va commencer vraiment par les if. Excusez-moi, c'est peut-être pas là-dedans. Alors, c'est pas grave, on va commencer par les boucles directement. On verra les if plus tard. Donc, on a plusieurs manières de faire des boucles en Rust. On va avoir en fait la manière classique, ok, avec ce qu'ils appellent une loop. Alors, qu'est-ce que c'est une loop ? Eh bien, très simple. Ça va être comme un while infini, pour ceux qui connaissent en C. Donc, en fait, on va looper. On va lui dire, je t'incrémente, d'accord ? On lui donne un nom. En fait, on va lui donner une étiquette pour pouvoir le stopper au besoin. Ok, cette loop, parce qu'elle est infinie, donc il nous faut bien quelque chose pour le break. Et pour ça, en fait, on va lui donner une étiquette pour localiser quelle boucle on veut arrêter. Et ça, l'intérêt est dedans. Donc, je vais looper de manière infinie. Ok ? Dedans, je vais créer un compteur. Donc là, on voit que je l'ai mutable. On se rappelle la dernière fois. Sinon, je ne peux pas l'incrémenter parce qu'il est immutable, donc il est inchangeable. Je le fais démarrer à 0. Et dedans, je vais lui dire, voilà, tu vas me looper, tu vas m'afficher mon compteur à chaque tour de boucle, et à chaque fin, je vais faire un compteur plus égal à 1. Tout simplement, donc en gros, je vais faire 0, 1, 2, etc. Pour tous ceux qui connaissent les boucles, c'est assez classique. À l'intérieur, je vais mettre une seconde loop, sauf que cette fois, on voit que je ne donne pas de tag, donc je ne vais pas pouvoir la break depuis un autre scope. Un scope, on est d'accord. Là, j'ai mon scope de ma boucle. Là, c'est un second scope à l'intérieur de mon premier. Ok ?
Donc, dedans, qu'est-ce que je fais? Pareil, je mets un autre compteur, celui-ci démarre à 10. Et donc, ce que je vais faire, en fait, c'est simplement afficher 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Et à 2, en fait, je vais me stopper. Ok, je vais stopper la grande boucle totalement. Ok. Pour rendre ça un peu plus clair, je vous propose d'abord de tester ça. Et on va voir que, tout simplement, dedans, je vais pouvoir le lancer. Donc, je vais faire un cargo build. Forcément, j'ai plein de variables initialisées mais pas utilisées. C'est pas très grave pour le test. Et là, on voit qu'en fait, il boucle en infini. Si je veux le stopper, je vais pouvoir faire par exemple, si compteur égal à 10, d'accord, je vais ouvrir les accolades et je vais faire simplement un break dedans. Ok. Si je reviens sur mon compilateur, encore une fois, on est d'accord, j'ai des in-use de partout, ça on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est que je vais pouvoir faire mon cargo run, et là, je vais faire de 0 à 10, et hop, il se stoppe. D'accord, fin du compteur, il est égal à 10. Parfait. On voit d'ailleurs que tout à l'heure, il n'était pas sorti. Maintenant, à quoi ça sert ce tag que j'ai mis au-dessus? Si on prend le code de tout à l'heure, on voit que j'ai bien deux boucles. D'accord? Ici, je veux stopper cette boucle-là quand je suis arrivé, imaginons, à 2. À 6. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Ou par exemple à 9, très bien. On va le laisser à 9 comme c'était. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là, je démarre à 10, j'arrive dedans, je le coupe, d'accord, au bout d'une itération, et je retourne dedans. Ok, bon, c'est pas très pratique de faire comme ça. J'aurais pu faire si égale 1 et le faire démarrer à 1. C'est pas très important, mais ce qui compte, c'est que à chaque fois, je vais en retirer un compteur, d'accord? Donc, il va passer à 9 et à chaque tour de boucle, je vais le remettre à 10. Donc, qu'est-ce qui se passe dedans? Je vais faire un cargo build, d'accord? Donc là, pas d'erreur parce que forcément, tout ce que j'ai déclaré est utilisé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on le voit. Mon compteur, il est à 0. Je rentre dans ma seconde boucle, ça fait 10, 9. Étant donné qu'ici, je lui ai dit, si tu es égal à 9, tu stops, il est sorti de ma boucle, d'accord? Donc, il le fait plusieurs fois, sauf que mon compteur, lui, augmente au fur et à mesure. Donc là, on a 19, mon compteur passe à 1, encore une fois 19, mon compteur passe à 2, et il m'affiche simplement 10. Pourquoi? Parce que je l'affiche une fois, et là, je lui dis, si compteur égal à 2, donc là, je fais référence à mon index, à mon itérateur, de ma première boucle, je lui dis, tu me break, mais sauf que là, je lui dis, tu me break increment. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va me stopper avec ce break-là, grâce à cette identification-là, la boucle du dessus. Ok? Donc ça, c'est les boucles. C'est fait souvent, ça a pour but très clairement de faire des boucles infinies et de les stopper au besoin. On va avoir d'autres types de boucles. On va avoir typiquement, donc ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, le main 2, c'est une boucle classique, sauf que là je vais le stocker dans le résultat. On va le voir rapidement, parce qu'on peut effectivement return dans une boucle. Grâce à un break, on va pouvoir return dans une loop, et c'est plutôt marrant de le faire d'ailleurs. Donc si je fais un cargo build, j'ai oublié une accolade sûrement quelque part. Hop, oui, cette accolade. Si, c'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors là, on a compteur, tac. Il nous le dit ici. Il me dit que j'ai une fonction main. Alors, j'ai dû laisser une accolade quelque part. Je sais pas où je me suis perdu. Toutes mes excuses. On va regarder ça rapidement. Donc là, il me dit que c'est sur la ligne 35. Ok, donc oui, il me référence mon truc, mais... Structure de contrôle, preview server. Ouais. Pourquoi il me fait ça? J'ai oublié soit j'ai oublié un point virgule, soit j'ai oublié un... Il te dit de prévoir de mettre un main, et là t'es un main 2. Ah oui, putain, c'est vrai que je les ai renommés. My bad. Je cherchais une accolade en plus. Désolé. Oui, j'ai un bon reste de Java. Ouais, t'as un bon reste de Java. Merci beaucoup. Pourtant, je m'étais un peu distrait, je te cache pas, j'étais en train de répondre à des emails, malheureusement, parce que... C'est pas grave. Les choses... Les choses pressent, voilà, exactement, à ma porte. Du coup, effectivement, maintenant que j'ai bien renommé mon main, je vais pouvoir l'exécuter. On voit le résultat est 20. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'initialise mon compteur à 0 et je vais boucler de manière infinie dedans. Je vais dire, tu me fais plus 1. Donc, il va faire plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, et ainsi de suite. Au moment où il est à 10, je l'arrête et je lui dis, tu me renvoies mon compteur et tu fais x2. Donc, il va faire théoriquement 10 x 2. Donc, c'est bien ce qu'on a là, 20. Simplement pour vous montrer que les boucles peuvent avoir une valeur de retour
qui n'est pas une valeur de retour de la fonction telle qu'elle. Ça, c'est vrai que ça manque dans pas mal de langages et c'est un peu chiant. Alors que là, on va vraiment pouvoir faire des retours de boucles, d'accord? Donc c'est plutôt pratique. Un autre point intéressant dans Rust, ça va être qu'on va pouvoir faire des while, bien entendu. Alors là, encore une fois, on passe vraiment sur l'ensemble des boucles. C'est juste important de les connaître. Là, on va passer très rapidement dessus. C'est le même principe, sauf que cette fois, on a une condition. Tous ceux qui ont déjà utilisé un while le savent. Mais ça veut dire, tant que nombre est différent de 0, je continue. Et donc là, qu'est-ce que je mets? On voit que j'affiche à chaque fois mon nombre et je lui fais -1. D'accord? Et donc et là, on si voit tu que veux compiler, tu rappelleras la fonction justement. ouais. Et si je veux compiler, je rappellerai la fonction justement. Bien vu. Et du coup, ici, je le fais démarrer à 3. Il va faire 3, 2, 1. Et boum, il va partir. Et donc, si je build et que je run, on voit que, voilà, 3, 2, 1, décollage, c'est parfait. C'est une boucle while avec juste une décrémentation. Mais ça, a priori, vous le faites dans n'importe quel langage. OK. On va avoir autre chose. Et ça, c'est plus précisément pour tout ce qui va être... en fait éléments, liste, d'accord? C'est plutôt pratique. On va pouvoir faire des for element in quelque chose. Donc là, on voit que j'ai une liste 10, 20, 30, 40, 50 qui est stockée dans une variable A. D'accord? C'est une liste de int. Et là, en fait, pour la parcourir, je vais simplement faire for element in A. D'accord? On aurait pu le faire avec une while, mais simplement, faites très attention à ça. Rust vous demande d'utiliser for element in A parce qu'il trouve ça beaucoup plus propre, parce que ça vous évite de dire en fait je vais récupérer la longueur de ma liste. Une fois que j'ai la longueur de ma liste, je vais aller faire ça, etc., etc. Lui, il le fait par défaut, donc autant l'utiliser. Donc le mot-clé in veut dire en fait dans telle liste. Là, ma liste elle s'appelle A, donc j'ai mis A, et à l'intérieur, je vais simplement print à la suite chacun de mes éléments. Encore une fois, il faut que je le rappelle main. Hop, donc là je vais compiler, on va voir qu'il n'y a a priori aucun problème, on va avoir la valeur est 10 et ainsi de suite, il va aller jusqu'à la fin de ma liste. Très bien. Le dernier point un peu particulier de Rust, et celui-là me fait beaucoup rire, c'est qu'on va pouvoir mettre des intervalles, d'accord? Et même des intervalles en reverse. Donc là, en fait, ce qu'il dit, c'est pour nombre, dans l'intervalle 1 à 4, pour faire un intervalle, il suffit de mettre 1, 2 points, 2 points et l'intervalle qu'on veut. On peut faire 0, -1 quelque part ici. Et là, j'aurais pu mettre 10. Bien sûr, l'audience aura entendu 2 points, et donc 1, point, 4. Oui, 1, point, 4, effectivement, c'est plus clair. C'est pour montrer que je suis. Tu as raison. Encore une fois, hop. Ici, j'ai oublié le main. Voilà. Hop. Alors, j'ai build et je run. Et là, on voit qu'il fait 3, 2, 1, décollage comme tout à l'heure. Pourquoi? Parce que j'ai fait un reverse. OK? Si je ne l'avais pas mis, hop, ça aurait donné... Alors, oui, effectivement, il a du mal avec les... Tac, 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 qu'est-ce qu'il me dit? For itérateur, intervalle, inverse, rêve. Oui, parce que j'aurais dû mettre 4, 1. OK. Oui, normalement c'est bon. Si je dis pas de bêtises, j'ai rien oublié. Non, j'ai pas de rave qui part. Hop. Qu'est-ce qu'il me dit? For nombre in 4, 1. Intervalle est inverse avec la fonction rave. Oui, mais ça c'est mon truc. Remove 10 parenthèses. Ah oui, my bad. C'est que là, j'utilise pas la fonction rave, du coup il me demande de retirer les parenthèses. Excusez-moi. Du coup, là en fait, j'ai plus besoin de parenthèses. Alors ça, pour le coup, moi j'ai un peu de mal parce que j'ai l'habitude de mettre des parenthèses partout. Mais Rust vous demande de retirer les parenthèses assez souvent. Et donc là, on voit que ça fait 1, 2, 3 et décollage. C'est le même principe, sauf qu'on va pouvoir faire en fait des rêves à n'importe quel moment. Là, sur ma liste de tout à l'heure, j'aurais pu faire un point rêve aussi. Ok, donc là, on a vu les boucles. On voit que c'est assez classique, il y a quelques petits trucs en plus. On va pouvoir return depuis une loop, on va pouvoir faire des intervalles, reverse en fait simplement les intervalles qu'on va donner. On peut le faire aussi avec les boucles, enfin avec les listes, ça pose pas de problème. C'était simplement pour vous montrer comment on parcourt et comment on fait des boucles. Maintenant, on va regarder autre chose. Ce que je vous propose, encore une fois, là c'est vraiment le début, on va passer très rapidement. Les if et les else sont de manière très classique, d'ailleurs on l'a vu... Alors est-ce que je me suis trompé et je l'ai mis là-dedans? Hop, on l'a vu rapidement, les if ça ressemble vraiment à ce qu'on a. Hop. Non, j'ai exactement le même. Ok, donc my bad, j'ai supprimé les if tout à l'heure, c'est pas grave.
On va les voir rapidement. On a vu les boucles. On va revoir la if si vous voulez bien. Donc le if, on l'a ici. Je vais vous le remettre en couleur. Un if, c'est très simple. Hein. On va voir le if, pas de parenthèse, sinon il vous prend la tête. Et on va pouvoir comparer comme ça. D'accord ? Je vous montrerai par la suite le fonctionnel. Il faut savoir que c'est ultra pratique et que c'est important de l'avoir. Ok ? On peut faire des fonctions. Les fonctions, c'est de manière très classique. Hein. On va utiliser fn. On verra qu'il y a des petits points à noter quand même. Il faut savoir qu'on n'a pas le besoin de faire des mots-clés return en Rust. On peut juste mettre une ligne avec juste le nom de la variable qu'on veut return et il le fait de lui-même. C'est plutôt cool. Ce que je vous propose, c'est directement de passer au développement de notre petit jeu du plus ou moins. Donc on va l'ouvrir. Ok, my bad. Voilà, donc on va l'ouvrir et là donc on a une seule fonction, on verra par la suite les fonctions si ça vous intéresse. Donc là dedans j'importe plusieurs trucs. D'abord j'importe IO pour pouvoir demander à mes utilisateurs de rentrer un nombre, d'accord, étant donné que je veux leur poser la question. Je vais faire un compare ordering. Donc tout à l'heure je vous parlais du fonctionnel en Rust. Eh bien c'est ça. En fait il va vous donner des sortes d'énum. Et donc là par exemple ordering less, greater ou equals, qui nous permet de dire est-ce que c'est inférieur, supérieur ou égal. D'accord ? Et je vais utiliser une fonction random. Pourquoi ? Parce que je veux avoir un nombre secret aléatoire. Si on regarde mon cargo Tolm, du coup, effectivement, je vais importer rand, qui n'est pas par défaut dans les librairies de Rust, donc il va falloir que je le mette dans mes dépendances. Ok ? Donc, regardons un peu ce code-là, qu'est-ce qu'on fait dedans ? D'abord, je vous demande de deviner le nombre. Pour ça, je vais lui dire, je crée un nombre secret, d'accord ? Et je vais lui dire, tu utilises la librairie rand, la fonction thread rng qui me permet de faire un nombre random. Et à l'intérieur, je vais lui dire, donc tu me génères un nombre random parmi cette range, donc entre 100 et 101. D'accord ? 101 non compris pour être plus précis. À l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire ? Donc je vais afficher mon nombre secret là pour les besoins du debug. Et après, on fera jouer Samir pour voir s'il arrive à deviner le nombre. Je fais une boucle infinie, pourquoi ? Parce que le jeu ne s'arrête a priori que quand la personne a deviné. J'aurais pu faire un while avec une décrémentation ou simplement un for avec une intervalle comme on l'a vu tout à l'heure pour lui lisser plus ou moins de secondes. J'aurais pu le faire. Bon, là on fait une boucle infinie, c'est plus marrant. Et plus ou moins de tentatives. Et plus ou moins de tentatives, effectivement. Plus ou moins de tentatives, plus ou moins de temps, parce qu'on peut aussi calculer le temps fait comme dans n'importe quel autre langage de programmation. Donc là, je vais demander à l'utilisateur de me rentrer un nombre. Je vais utiliser un mut. Pourquoi ? Parce que je vais déclarer une variable supposition qui est le nombre, qui est la variable qui va me servir à stocker le nombre que l'utilisateur me demande. On voit que je déclare une string vide. Pourquoi ? Parce qu'il en a besoin pour être pris. Donc là, je fais io stdin. Tu vas me read la line et me la stocker dans supposition. Alors attention, là on a un et mut. Ça, c'est les références et notamment comment on utilise réellement les références. Ça, je vous propose de le voir dans une autre vidéo parce que là, ça touche vraiment à la mémoire et on s'arrêtera pendant toute une vidéo sur la mémoire en Rust et notamment sur la stack et la heap. Donc, il y aura encore beaucoup de théories. Ça me prendrait pas mal de temps pour l'expliquer correctement. Donc, je vous propose simplement de vous dire que là, ce que je fais, c'est simplement de lui dire ce que la personne va m'écrire, tu vas me le stocker dans supposition. Bien entendu, on a un point except qui va me permettre de dire attention, là j'ai pas pu lire l'entrée de mon utilisateur. Il faut savoir que toutes les fonctions Rust des librairies en contiennent un point except. D'accord ? C'est parce que Rust se veut vraiment très sécuritaire. Donc dedans, je vais lui dire ma supposition, il faut bien que je la transforme en nombre. Et donc je vais lui dire tu me déclares un U32 qui est la valeur par défaut de Rust. Simplement là je l'ai déclaré pour vous montrer comment on donne un type, parce que depuis le début j'utilise des lettres, mais je précise pas. Et je vais lui dire tu vas me le trim. Point parse, qui veut dire qu'en gros tu me le transformes en nombre. Et si c'est OK, parce que ça c'est un truc que Rust fait de manière seule avec match. Match nous permet de faire des sortes de if et des else, c'est des compares. Vous voyez ça comme un switch case. Okay ? Et en fait, par défaut, on a OK ou erreur qui est forcément compris dedans. On peut l'utiliser ou pas. Et du coup, moi je dis en fait si la fonction s'est bien passée, si ça correspond bien à un nombre, tu me renvoies le nombre. Sinon, tu continues et tu me fais une erreur. Okay ? Alors, en l'occurrence, là, je fais juste un continue pour aller dans la suite du programme, mais il faut savoir que j'aurais pu stopper le programme et lancer une erreur pour mon utilisateur. D'ailleurs, je réutilise un match, sauf que cette fois, je fais supposition, donc le int de tout à l'heure, d'accord, la variable int que j'ai déclarée, et tu vas me le comparer au nombre secret que le mec a rentré.
Ok. Donc là, je vais comparer. Et forcément, j'ai appelé ce qu'on appelle des ordering, donc c'est des match patterns. Et là, je lui ai dit, en fait, tu vas me regarder s'il est plus petit, s'il est plus grand ou s'il est equals. En fonction de chacune de ces catégories-là, en fait, je vais afficher quelque chose, d'accord ? Donc s'il est inférieur, je vais lui dire, c'est plus. Si c'est plus grand, je vais lui dire, c'est moins. Et si c'est égal, je vais lui dire, vous avez gagné. Après le vous avez gagné, je fais un break, tout simplement pour quitter ma boucle infinie. Ok ? Je vais même d'ailleurs me prendre et faire un println. Alors, pourquoi j'utilise un point d'exclamation ? Ça, c'est en fait des choses que Rust implémente par défaut. La fonction println existe elle-même, mais elle ne vérifie pas si vous lui passez un contenu. D'accord ? Donc, si votre string n'est pas nul. Là, en l'occurrence, quand vous mettez le point d'exclamation, ça vérifie par défaut que la string n'est pas nulle. En l'occurrence, je mets des strings en dur, donc il n'y a pas de risque, mais c'est une bonne pratique de le faire dès le départ. Donc là, je vais mettre le jeu est fini. Ok. Donc là, je vais compiler. On va voir tout de suite. Hop. Cargo build. Il va build sans problème. Et je vais pouvoir faire un cargo new. D'accord ? Cargo run. Pardon. Et donc là, il me dit, veuillez entrer le nombre. Forcément, j'affiche le nombre secret au-dessus, qui est 11. Et donc là, si je mets par exemple 50. 42. 42, très bien. 42, il va me dire c'est moins. Si je lui mets 12, 3, très bien, il va me dire c'est plus. Et si je mets 11, bien entendu, il va me dire vous avez gagné, le jeu est fini. Ok ? Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir si Samir il arrive à deviner le nombre si on l'affiche pas. Voilà, essaye de deviner maintenant. Hein ? Parce que voilà, ça me dit 42 et tout, vas-y. Dis-moi. 42. 42 encore. C'est plus. 84. Ok. C'est moins. 63. Ok. On va s'arrêter, t'es pas très bon à ce jeu-là. Qu'est-ce que c'est que ce jugement de valeur absolument gratuit ? Non, c'est gratuit, c'est gratuit. Mais en gros, pour vous donner un ordre d'idée, moi, Rust, en fait, ça ressemble beaucoup à ceux qu'on fait du C, ceux qu'on fait du C#, ça ressemble beaucoup. Il y a juste des points primordiaux à bien comprendre, c'est qu'en fait, il implémente des choses par défaut fonctionnelles, du coup, qui sont incroyables. Le OK ou erreur, pour savoir si, en fait, la fonction s'est bien passée, d'accord ? Là, c'est la fonction parse, en fait, qui renvoie un OK ou un erreur. Et on va avoir les match patterns qui sont incroyables, parce que ça nous permet vraiment d'avoir du code lisible. D'habitude, j'aurais mis if supérieur ou égal, if inférieur ou égal, if supérieur, if inférieur et if égal égal. Là, on le voit directement et ça me permet vraiment de correctement comparer mes nombres. Ok. La dernière chose qu'on peut voir, c'est comment on fait des fonctions et des returns. Ça, je vous propose de le voir tout de suite. C'est plutôt simple. On va aller directement dans Fonctions. Là, je vais aller dans SRC. Hop. Ok. Donc, à l'intérieur, hop, on va zoomer un petit peu. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais ? Là, en fait, je vous montre comment on déclare une fonction. Donc, hormis la main, je vais pouvoir déclarer tout type de fonction. Là, on voit que je fais un fn, tout simplement. Ça, c'est pour déclarer la fonction. Je vais lui donner un nom, d'accord ? Et je peux faire des fonctions sans paramètres. Donc, je mets juste égal, et à l'intérieur, je peux faire un bout de code. Mais je peux aussi prendre des paramètres, et donc je vais pouvoir faire x i32. Il faut que je précise le type, d'accord ? Obligatoirement, par contre, dans les fonctions. Et donc, je vais pouvoir utiliser mon paramètre de manière très classique. Okay ? Ensuite, je vais pouvoir prendre plusieurs paramètres, bien entendu des int ou des chars. Là, il n'y a vraiment rien qui change. Là où c'est intéressant, c'est les deux dernières fonctions. Dans ces deux dernières fonctions, il se passe un truc. Déjà, je mets une flèche. Pourquoi il y a une flèche ? C'est le type de retour. Là, j'attends un type de retour i32. Pardon. J'attends un type de retour i32 et on voit que j'écris juste 5. Ça n'a pas de logique. C'est pas user-friendly de faire ça. En tout cas, moi, j'en ai pas l'habitude dans le langage de programmation. Sauf que Rust, il s'est dit un truc tout simple. Si sur la dernière ligne, on met juste le nom d'une variable ou une valeur, c'est forcément que le mec, il veut la return. Et donc, on n'a pas besoin du mot-clé return. Ok ? Ça, donc, c'est bien pour préciser le type de retour. Et là, en fait, je vais renvoyer 5. Et ici, c'est pareil, sauf que cette fois, je prends un int en paramètre. Et on voit que je renvoie ce int plus 1. D'accord ? Comment je l'utilise dans mon main ? On le voit très bien. Je vais faire print hello world.
Là, j'affiche ma première fonction donc, qui va simplement m'afficher une autre fonction, d'accord ? Là, j'affiche une autre fonction avec param, donc qui va simplement m'afficher la valeur de x. Ensuite, je vais afficher la mesure d'unité. Donc là, en fait, c'est une autre fonction simplement qui prend deux paramètres, un char et un int. Donc là, on voit que j'affiche simplement les deux. Et enfin, on voit que j'ai 5 et plus 1 qui sont des fonctions qui me renvoient quelque chose. Donc là, on voit que je fais un let x pour pouvoir le stocker. Et donc, je vais faire println la valeur de x est et afficher x. Et pareil ici. D'accord ? Chose intéressante, c'est qu'ici, on voit que je fais 2 let x. Comment ça se fait que je peux déclarer, à ton avis, Samir, 2 x à la suite ? Comment je peux faire let x et let x ici ? C'est pas logique. Normalement, dans les autres langages de programmation, tu n'as pas le droit de faire ça. Ah oui, évidemment. J'imagine que peut-être c'est réputé une feature pour réinitialiser la value. En fait, au-delà de ça, c'est qu'en gros, dès que tu la redéclares, il considère qu'elle est bored. Donc en fait, qu'elle est inutilisée et obsolète celle d'avant. Donc Oui, c'est ça. c'est ça. En C'est fait, exactement ça. donc du coup, c'est un peu comme si tu l'avais déclaré. Mhm. Et là, en l'occurrence, en l'initialisant la première fois, Mhm. tu l'avais réinitialisé. Ouais. Alors, c'est un peu vilain qu'il accepte ça, le langage, parce que du coup, ça veut dire que si tu as tendance à nommer tes variables de manière non précise, non explicite, etc., genre nos amis étudiants qui parfois appellent les variables TMP, TMP1, TMP2, TMP3. Du coup, tu as perdu le compte et tu fais un TMP3 pensant qu'il n'existait pas et le machin ne te fait pas de warning. Alors, c'est vrai, sauf que, en fait, encore une fois, c'est ce que va dire Rust quand on dev, c'est qu'il va nous préciser qu'il faut, en fait, éviter de faire ça. On peut le faire en Rust, il le laisse faire parce qu'en fait... Est-ce qu'on a un petit warning quand même ou pas du tout ? Non, tu vas voir, on n'a pas du tout de warning. De mémoire. C'est quoi la feature du coup ? En fait, c'est pour que ça, c'est dû à un truc qui est les sous-scopes qu'on verra dans une prochaine vidéo. Mais en fait, le langage par lui-même, il crée des sous-scopes dans les fonctions. Et quand je fais let x une fois, let x deux fois, d'accord, la deuxième fois que je le fais, en fait, il fait des sous-scopes lui-même à la compilation et il dit OK. Donc là, en fait, il avait juste envie d'utiliser le même nom pour une variable. C'est tout simplement pour ça. Notamment, il le laisse faire pour quand on change de type. Tu sais, par exemple, quand tu avais une variable avant... mais c'est toujours discutable. Moi, je suis pas oui, fan, moi, personnellement. Ah non, mais c'est discutable. C'est simplement, il faut le savoir quand on fait le langage. Donc là, tu vois, si je build, hop, pas de problème. Et si je fais un cargo run, eh ben, il va m'exécuter mes 5 fonctions, donc sans problème. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on verra les scopes plus en détail. C'est vraiment un pan de Rust très important à comprendre avec l'ownership. Simplement, là, on voulait revoir les bases. Donc, pour toute personne qui a déjà programmé, l'épisode est sûrement redondant pour vous parce que vous savez déclarer des fonctions, faire des while, des if, etc. Oui, mais ça permet quand même de voir comment le faire exactement dans la syntaxe, même si le principe n'est pas nouveau. Du coup, on sait comment le faire en Rust. Juste, excuse-moi, pour cette histoire-là de capacité à déclarer plusieurs fois une même variable, il y a peut-être des flags de compilation pour rendre strict. Alors, Rust, tu peux avoir des flags de compilation, mais il faut savoir qu'en fait, il te laisse vraiment ça. En fait, c'est un choix des développeurs pour, tu sais, typiquement, si tu fais comme tout à l'heure dans le jeu. Hop, je vais te remontrer. Parce qu'on sait, tu sais qu'il y a vraiment des niveaux de compilation différents, enfin, ça dépend du compilo, tu me diras, plus que du langage, mais il y a la possibilité, normalement, très finement de paramétrer ces directives de configuration. Ouais. En fait, là, tu vois, hop. Tu vois ici, je récupère supposition, là. D'accord. Et c'est une string. Et pourquoi ? Parce que l'utilisateur, quand il écrit dans stdin, c'est forcément une string. Sauf que là, je fais let supposition 2.u32. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est vraiment pour ça qu'ils l'ont laissé faire. C'est pour quand tu modifies en fait le type de ta variable, mais que tu veux pas changer de nom parce que ça te fait chier de mettre supposition et supposition in par exemple, ou des choses comme ça. C'est vraiment pour ça qu'ils l'ont fait de base. Moi, je suis pas forcément sûr que c'est une bonne chose. Du coup, là, en fait, il supprime le compilo, il comprend, et en fait, il se dit, OK, ce n'est pas que là, ce qui se passe, c'est du... Ouais, tu as changé le type, du coup, en redéclarant la variable. Voilà. Après avoir converti... c'est ça. En l'initialisant de la conversion de l'autre. Ouais.
Pour les programmeurs débutants, je trouve que c'est un peu sale quand même. Bah, c'est un peu sale. Après ça, Rust, pour le coup, ils vous le disent. C'est-à-dire que quand vous lisez le boucle, d'ailleurs, je crois que le jeu du plus ou moins, je l'ai pris de Rust, hein, du book Rust. Dans le jeu du plus ou moins, ils vous le disent, c'est-à-dire qu'ils vous disent, vous pouvez faire ça, mais nous, on vous le conseille pas. On vous conseille fortement de faire autrement. Ce qui est cool, c'est que du coup, ils vous laissent la possibilité parce qu'ils voulaient laisser un peu de marge aux développeurs, mais que par définition, ils vous disent, bon, Et vous après, pouvez il ne faut l'éviter. pas perdre de vue que justement, bon, je charriais avec le nommage des variables Mhm. à X ou TMP, pas très explicite. Supposition as a string, supposition as a number, Mhm. voilà. Sachant que quand on est un petit peu aguerri du clavier, si j'ose dire, et donc capable d'utiliser la complétion Oui, de son éditeur de texte, le fait d'avoir des variables ou des fonctions d'ailleurs longues, c'est plus un problème de nombre de touches frappées, puisque du ouais. coup on se fait assister dans la complétion. Donc no worries, il faut. Enfin moi je sais que quand je faisais beaucoup de code, je me faisais vraiment plaisir sur le caractère explicite, sur l'ajout de préfixes Mhm. pour justement déterminer lisiblement un namespace Mhm. euh, pour éviter justement les choses risquées. Ouais. Voilà. Donc, enfin, quand je dis risqué, c'est risqué au niveau, bon, peut-être pour moi, mais même aussi, j'ai surtout fait du code pour l'éducation. Ouais. Et donc, du coup, pour faciliter la compréhension des élèves. Voilà. Ouais. Bah, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Comme je vous l'ai dit, dans le prochain épisode, on va voir donc les scopes en Rust et on va rentrer plus dans le détail et le vif du sujet. Là, c'était plus une vidéo pour avoir les bonnes bases pour commencer vraiment à programmer. Et donc voilà, on verra encore une vidéo d'intro, une semi-vidéo d'apprentissage. Après, on attaque des vrais sujets. Eh ben, écoute, merci à toi d'avoir préparé ce contenu. Et puis, avide Ouais. de prochain épisode. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut.